Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce numéro spécial consacré au massacre du 8 mai 45, une date sinistre dans la mémoire des Algériens et surtout douloureuse. Il y a 79 ans, les massacres du 8 mai 1945 perpétrés par la France coloniale à Sétif, Guelma et Kharrata et dans d'autres villes de l'Algérie ont marqué la mémoire de notre pays. Après la victoire des Alliés contre le nazisme et les pays de l'Axe, la France en est sortie amoindrie, certes, et humiliée à cause de son occupation au début de la Seconde Guerre mondiale par une Allemagne conquérante et peut-être dominante. Mais si cette fin de guerre était porteuse de joie et de liesse pour ces pays d'Europe, pour d'autres pays, croupissant sous le joug du colonialisme, la joie fut de courte durée car les promesses faites aux pays colonisés avant la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été tout simplement bafouées, en particulier pour les Algériens. Nourris d'espoir, sortis naïvement crier leur joie avant de se retrouver les victimes d'un colon qui n'a pu chasser son naturel colonial. Le carnage des Algériens commence. Le massacre des populations à Sétif, à Guelma et à Kharrata rentrera désormais dans l'histoire des crimes de guerre commis par la France coloniale en Algérie. Et Dieu sait qu'il y en a eu de nombreux, les crimes. Le bilan était effrayant, 45 000 martyrs tombés en très peu de jours. Retour sur ce dossier mémoriel 79 ans après pour mieux comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui dans notre actualité et la guerre contre Gaza où les parallèles sont vite faits. Alors, je le disais, pour en parler, découvrons ensemble nos invités pour ce soir. Saïd Ayachi est avec nous, présent sur le plateau. Il est président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Saïd Ayachi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Sera également avec nous dans un petit instant Mostafa Khiaté, professeur en pédiatrie et auteur de plusieurs ouvrages historiques et auteur, comme je le disais, de plusieurs ouvrages, notamment Génocides coloniaux, Enfumade, Emmurement et Gazage de grottes. Et bien entendu, en deuxième partie de notre émission spéciale consacrée à ces massacres du 8 mai 45 aujourd'hui, sera avec nous en deuxième partie, comme je le disais, Gamal Abina, analyste des questions internationales. Pour commencer, Monsieur Ayachi, alors le 8 mai 45, une date bien douloureuse pour les Algériens qui étaient sortis en masse pour justement célébrer cette joie, parce que derrière tout ça, il y avait des promesses qui étaient faites. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des Algériens qui sont partis par degré ou de force se battre auprès des rangs des Européens contre l'Allemagne et qu'en contrepartie, on leur avait promis justement l'indépendance. Et chose qui n'a pas été faite, la joie s'est transformée donc en deuil. Bien sûr, le 8 mai 45 est une étape importante et cruciale dans la résistance algérienne à la colonisation, puisqu'elle vient évidemment depuis les premières batailles contre l'occupant colonial français, à partir de la résistance de l'Émir Abdelkader, en passant par Bouamama, les Hatcha, Ouled Sidi Chir et toute une théorie d'épisodes de résistance. Et le 8 mai 45 vient effectivement, à la suite de toutes ces étapes historiques de résistance du peuple algérien. Il est douloureux à plusieurs titres. Il est douloureux par d'abord le nombre des victimes devant la mémoire desquelles nous nous inclinons aujourd'hui. Puisque c'était le 8 mai 45 hier qui a été commémoré par les plus hautes autorités de l'État. Et puis, c'est un véritable traquenard, effectivement, qui a été fait pour les Algériens. Pourquoi? Parce que le colonisateur lui-même était en grande partie occupé par l'Allemagne nazie. Et donc, quelque part, les Algériens pensaient que maintenant que l'État français a connu ce que c'est la colonisation, oui, qu'il était encore plus enclin à comprendre les revendications légitimes des Algériens. Et lorsque vous venez de le dire dans votre introduction, lorsque le monde entier, principalement l'Europe, et plus particulièrement la France, puisque c'était un pays occupé par les nazis,
fêter la victoire sur le fascisme et le nazisme, les Algériens étaient fauchés par des balles traîtresses, par un traquenard tendu par les colons français, parce que tout simplement, pacifiquement, des Algériens sont sortis demander leur droit à la liberté, comme cela leur a été promis, et pensant naïvement, encore une fois, que puisque maintenant la France connaît ce que c'est l'occupation, elle était disposée ou disponible à pouvoir comprendre leurs revendications. Cela n'a pas été le cas, ça a été vraiment la chasse à l'arabe. Ça a commencé donc le 8 mai 1945, principalement dans les 3 villes que vous avez citées, Guelma, Stéf et Kharrata, mais aussi dans d'autres villes d'Algérie. Dans ces 3 villes que nous avons citées ont eu lieu les plus grands massacres. C'est innommable, inacceptable, intolérable, parce que tout simplement, cette même France, même si elle était coloniale, même si cela se passait dans une colonie française, cette France avait connu l'occupation nazie, les massacres par les nazis. Jusqu'à maintenant, on lit dans les livres d'histoire la tragédie d'Oradour-sur-Glane, qu'on sublime, on amplifie, alors qu'il y a eu des milliers d'Oradour-sur-Glane en Algérie pendant la guerre, pendant notre lutte d'indépendance. Et donc, on a assisté donc, dans ces 3 villes pendant d'abord 2 mois, mais épisodiquement par la suite. De toute façon, le 1er novembre était né à partir de cet épisode, puisqu'après se charpente le MTLD, le PPA étant interdit, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, la naissance de l'organisation spéciale en 1947, évidemment le congrès de Zédine et par la suite le 1er novembre 1954. Alors, 79 ans après Saïd Ayachi, est-ce que vous pensez que finalement c'est resté une plaie béante ou est-ce que les blessures sont en train d'être pansées quelque part? Ou est-ce qu'il faut attendre encore longtemps? Moi, à mon avis, il n'y a rien à attendre. Ça fait partie de notre trajectoire historique, de notre résistance à l'occupation, depuis, je le répète, 1830, depuis le premier jour où l'armée coloniale française a mis le pied à Sidi Faraj. Donc, le 8 mai 1945 est une autre étape, douloureuse certes, mais vous avez cité les enfumades, mais j'ai cité moi quelques épisodes de résistance. Et donc, le 8 mai 1945 est une autre étape de la résistance du peuple algérien à la colonisation française. Bien entendu, on peut considérer, parce que la Deuxième Guerre mondiale a été porteuse de certaines idées, j'allais dire, progressistes pour l'époque, portées par les Américains, le concept de l'autodétermination, entre autres, par le président Wilson. Et donc, le mouvement national s'est structuré davantage. Il y a eu plus d'ailleurs dans le mouvement national un courant beaucoup plus porté sur l'action armée, le retour à l'action armée qui a enfanté le 1er novembre 1954. Et donc, pour nous, c'est notre histoire, elle est nôtre, et surtout, on ne permettra à personne de l'occulter, ni d'y toucher, mais on écrira nous-mêmes notre histoire. Du mai 1945 est à nous, on dit ce qu'on dit. Vous savez qu'il y a plusieurs courants néocoloniaux, en tout cas style Algérie française, qui minimisent le nombre des victimes, alors que certains historiens disent peut-être qu'il est en deçà de la réalité, puisque les massacres ont duré 2 mois complets chaque jour, mais plus encore, j'allais dire hypothétiquement, par la suite. Donc l'écriture de notre histoire nous appartient, et le 8 mai 1945 en est une étape historique. Justement, Saïd Ayachi, pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, et 79 ans après, on se retrouve face à des écrits ou peut-être des essais sur l'histoire qui essaient de jeter l'opprobre sur, par exemple, ce 8 mai 1945, sur le nombre de victimes, que c'est exagéré du côté algérien ou peut-être c'est exagéré de manière générale? Pourquoi, à chaque fois qu'il y a des dates historiques comme ça qui marquent des massacres de la France coloniale, on jette l'opprobre sur la véracité des faits? Cela tient, à mon sens, cela tient à la caractéristique du colonialisme français.
Le colonialisme français ne ressemble pas au colonialisme britannique, au colonialisme portugais, au colonialisme espagnol. Il y a un déni de la colonisation par la France officielle. Nous n'avons pas colonisé. Nous avons d'abord l'expression connue historiquement, nous avons civilisé ces sauvages, mais surtout maintenant vous trouverez toujours, jusqu'au jour d'aujourd'hui, des politiques français qui vous disent mais on a construit l'Algérie. On a construit l'Algérie. Heureusement qu'il y a des témoignages impartiaux de hautes personnalités étrangères, entre autres le consul de la Grande-Bretagne en poste avant 1830 à Alger, et qui témoignent du niveau culturel de l'Algérie d'alors, de la qualité de la vie, de la société structurée, et qui témoignent même en disant que les Algériens étaient beaucoup plus instruits que les officiers français. Et donc, ça c'est pour dire que cette rengaine que nous avons apportée, la culture et la civilisation, évidemment, ça appartient à ceux qui le disent et qui en ont la responsabilité. Pour nous, bien entendu, cela malheureusement fait que le fait de ne pas reconnaître le fait colonial, le problème est là. Et alors, si on le reconnaît, c'est du bout des lèvres. Nous avons vu le président Hollande en 2012 le faire, nous avons entendu le président Macron reconnaître que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Oui. Il l'a payé très cher par la suite, suite à la réaction de la classe politique française. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a encore tant et tant de choses à dire sur les massacres qu'a commis l'armée coloniale française, qu'ont commis les colons français. C'est-à-dire, ce sont non pas des militaires, ce sont des civils armés par l'armée coloniale et qui pouvaient tuer, j'allais dire, sans être punis. Et donc, cette situation à laquelle faisait face le peuple algérien était une colonisation barbare, sauvage, d'exploitation et d'asservissement. Et dans ces cas-là, Saïd Ayachi, est-ce qu'on peut dire que finalement, 79 ans après, il faut bien le préciser, 79 ans après, que la liste des victimes de la guerre d'Algérie, en l'occurrence les victimes également du 8 mai 1945, la liste n'est pas tout à fait close? Moi d'abord, je suis de ceux qui disent, notre président l'a répété plusieurs fois, mais nos historiens, que je salue pour cette vérité historique, nous n'avons pas 1,5 million de morts qui ne concernent que notre lutte de libération nationale de 54 à 62. Nous avons bien 5 600 000 martyrs à partir du premier jour où l'armée coloniale française a posé le pied en Algérie. Et donc, chacun fait les comptes qu'il veut. Mais en tout cas, nous ne sommes pas partis compter les victimes françaises de la Deuxième Guerre mondiale. Et on n'attend pas de la France ou de n'importe qui d'autre venir compter les martyrs de notre guerre de libération ou les martyrs de notre guerre de résistance depuis 1830. Oui. Et par conséquent, quand on parle du 8 mai 1945, je le disais tout à l'heure, maintenant le chiffre de 45 000 morts est consacré, il est retenu. J'ai dit qu'il y a des historiens étrangers qui disent qu'il est peut-être minoré quelque part, mais ce qui est certain, c'est qu'il nous appartient à nous, Algériens, il appartient à nos historiens. Ils ont maintenant suffisamment de matériaux d'études et d'analyse pour qu'on puisse nous-mêmes faire les comptes de nos martyrs et surtout construire les segments de notre trajectoire historique. Très bien, Saïd Ayachi. Alors, je vous propose ensemble de voir ce papier ou ce sujet signé Iman Malad sur le 8 mai 1945 et on revient juste après au débat. 8 mai 1945, une date, une histoire, une mémoire. Les Algériens commémorent la journée de la mémoire, rendant hommage aux victimes des massacres perpétrés par la France coloniale, qui, à travers des manifestations ayant marqué l'histoire, revendiquait un certain 8 mai 1945 leur indépendance. Face à une répression meurtrière, d'une violence sans précédent, plus de 45 000 Algériens sont tombés en martyrs, notamment à Sétif, Guelma, Kharrata et d'autres villes d'Algérie. La pléthore des massacres a dépassé les frontières de l'Algérie en embrasant la métropole française ainsi que l'outre-mer. Ce drame avait estampillé l'esprit des Algériens d'un nationalisme inouï. C'est à cette date-là que le mouvement de libération nationale prit forme, un tournant historique dans la guerre de libération algérienne.
Le président Abdelmadjid Tebboune a d'ailleurs salué le courage indomptable du peuple algérien lors de ces épreuves, évoquant les exploits héroïques à Sétif, Guelma, Khrata et Inti Mouchent, mettant en lumière la résilience face à l'oppression coloniale. Le chef de l'État a condamné les crimes contre l'humanité commis par le colonisateur, soulignant l'ampleur des sacrifices consentis par le peuple algérien. L'intérêt de l'État pour la question de la mémoire repose sur l'appréciation de la responsabilité nationale dans la préservation du legs glorieux des générations et découle de la fierté de la nation de son passé honorable, mais aussi des immenses sacrifices du peuple dans l'histoire ancienne et moderne de l'Algérie, en vue de repousser les convoitises et barrer la route aux ennemis qui n'ont eu de cesse de tenter d'avoir raison de son unité et de sa force. Leur filiation continue, à ce jour, de cibler notre pays. Le dossier de la mémoire est inaliénable et imprescriptible et ne peut faire l'objet de concessions ou de marchandage. Il restera au centre de nos préoccupations jusqu'à ce qu'il jouisse d'un traitement objectif, audacieux, qui rende justice à la vérité historique. Tout en soulignant notre orientation vers l'avenir dans un climat de confiance, je considère que la crédibilité et le sérieux sont une revendication fondamentale en vue de parachever les mesures et les démarches inhérentes à ce dossier sensible et délicat et à ce qu'il représente pour le peuple algérien, fier de son long parcours militant national et de sa lutte armée amère et fidèle aux Chouhada et au message de novembre. Algérien. Un seul héros, le peuple, les massacres du 8 mai 45 resteront gravés dans la mémoire collective du peuple algérien, une date qui marquera à tout jamais le tournant de l'histoire du pays, face aux mensonges éhontés d'une France coloniale qui, pour embrigader les vaillants Algériens aux côtés de tirailleurs africains aux premières lignes d'une guerre de tranchées face au projet de l'Allemagne nazie, leur avait promis une indépendance qu'ils avaient décidé d'arracher eux-mêmes au prix du sang d'1,5 million de martyrs au terme d'une révolution qui a forcé l'admiration du monde entier. Alors, on vient de le voir quand même dans ce sujet qui est signé donc Iman Maled, Saïd Ayachi. Au fait, on a vu que les méthodes utilisées de répression sont identiques même au jour d'aujourd'hui dans certains pays où les forces coloniales existent et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. C'est exactement le même procédé. Mais là, ce n'est pas la question. On va la développer tout à l'heure. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que devant ce qui s'est passé le 8 mai 45, il y en a qui encore, comme vous le disiez tout à l'heure, font l'apologie du colonialisme et les bienfaits du colonialisme en Algérie. Est-ce que ce n'est pas un peu insolent, audacieux? Non, c'est plus qu'insolent, c'est inadmissible, c'est abject. Vous ne pouvez pas massacrer un peuple, vouloir l'asservir et le réduire à l'esclavage et dire après que je le civilise et que je bâtis. C'est connu, ce qu'a fait la France en Algérie est connu maintenant dans le détail. C'est une colonisation de peuplement, ils voulaient effacer notre personnalité, ils voulaient nous réduire à néant, ils voulaient prendre nos terres, nos richesses, ils voulaient tout simplement s'accaparer l'Algérie pour agrandir la France. Donc l'objectif était connu. À quel prix? C'était sans limite, c'est-à-dire s'il fallait exterminer une partie ou une grande partie de la population, ils étaient prêts à le faire. Ils l'ont fait en tout cas à un moment ou à un autre de la colonisation. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'un pays qui se dit être la patrie des droits de l'homme, un pays qui se dit être partie prenante de la direction des affaires du monde, aujourd'hui ne reconnaît pas ce qu'il a fait en Algérie. Vous trouverez encore des politiques français, beaucoup même, et vous trouverez aussi certains historiens français faussaires, intellectuels, qui minimisent la colonisation, les méfaits de la colonisation française, qui ne reconnaissent pas. C'est pour ça que je dis, il appartient à nos historiens maintenant d'écrire notre histoire dans le détail, sans verser dans les futilités de personnalisation de telle étape ou telle autre. Je ne vais pas dire comment il faut travailler, je dis tout simplement ce qu'il y a à mettre en exergue pour confondre le colonisateur
par des faits qui sont irréfutables et qui ne peut absolument pas nier devant le monde entier, c'est mettre à nu ce qui s'est fait en Algérie. Oui. Ce qui s'est fait en Algérie est totalement inadmissible pour la conscience humaine, puisque on peut en parler pendant des heures et des heures, comment les gens ont été torturés, comment ils ont été tués, comment ils ont été exterminés, comment ils ont été dépouillés de leurs biens, comment ils ont été réduits. On peut en parler dans les détails de différentes façons. Des choses ont été faites innommables dans notre pays contre notre peuple. Et donc, c'est à nous de dire, parce que tout simplement, il nous appartient à nous, ça fait partie de notre histoire. Oui. Et comme on l'a entendu dans le sujet qui a été traité de façon magistrale d'ailleurs, félicitations à son auteur, il appartient à nous de nous réapproprier notre mémoire, qui est la nôtre, et seulement à nous et à personne d'autre. Oui. Et c'est à nous d'écrire notre histoire. Saïd Ayachi, alors pourquoi, selon vous, la guerre d'Algérie ou la question de la guerre d'Algérie est toujours aussi fragile par rapport au pays ou à l'ancienne puissance colonisatrice aujourd'hui? La France qui a encore du mal à reconnaître la guerre d'Algérie et les appelle toujours les événements d'Algérie. D'abord, c'est un euphémisme. Les événements de la guerre d'Algérie étaient une lutte de libération authentique reconnue par le monde entier, glorifiée par le monde entier d'ailleurs, puisqu'elle sert de référence encore à beaucoup de mouvements étudiés dans les universités du monde. Maintenant, la France refuse de se regarder en face. Ce qu'elle a fait en Algérie est horrible. Et à nul autre pareil. À nul autre pareil. Vous savez que, et vous l'avez dit vous-même dans votre introduction, pendant le jour où la France célébrait sa libération, puisqu'elle était un pays occupé par l'armée allemande. Elle célébrait son occupation, ses colons et son armée d'Algérie tuaient des Algériens. Oui. On nous disait que Hitler s'était suicidé à Berlin. Mais il y avait d'autres Hitler ici. Donc Hitler n'est pas mort. Il n'est pas mort en Algérie. Il n'est pas mort aujourd'hui à Gaza. Et les Hitler a fait beaucoup d'autres Hitler qui ont en fait officié à sa place et font pire que lui-même. Oui. Dans ces cas-là, 70 ans après, la guerre d'Algérie a laissé des séquelles de part et d'autre. La question mémorielle, Saïd Ayachi, est très chargée. Quand est-ce qu'il faut vraiment prendre la décision aujourd'hui d'ouvrir ces archives et de voir ce qui s'est passé, sans compter toujours sur les non-dits ou sur ce qui n'a pas été dit, sur les implicites? Ma conviction personnelle, c'est que il n'y a pas de question mémorielle. Il y a une mémoire, la nôtre, qu'il faut restituer à son peuple, qu'il faut écrire, qu'il faut structurer, qu'il faut tout simplement, j'allais dire, documenter. C'est vrai, regardez par exemple quand vous parlez, je sais pourquoi on parle de questions mémorielles, parce qu'il y a des archives chez la France qu'elle ne veut pas déclasser ou qu'elle ne veut pas donner. Voilà encore un autre crime intellectuel, si l'expression est exacte. Et voilà encore pourquoi la France ne veut pas se regarder en face. Si elle donnait ces archives, on découvrirait beaucoup de choses. Mais alors, est-ce que vous croyez que nous allons attendre jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à la fin des temps, pour pouvoir écrire notre histoire? Bien sûr que non. Non. Nous allons écrire notre histoire. Nous avons assez de références, nous avons assez de documents, nous avons assez... Peut-être que certaines périodes seront incomplètes, mais en tout cas, nous n'attendrons pas qu'on nous dicte comment écrire notre histoire. Nous écrirons notre histoire. Pourquoi? D'abord parce que, tout le monde le sait, un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Or, nous avons un passé glorieux et nous avons un avenir qui devrait être encore meilleur. Et donc, nous devons écrire notre histoire et nous allons l'écrire. Mais la chose encore plus importante, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, nous devons léguer aux générations montantes la substance de notre histoire. Et donc, il faudra écrire ce qui s'est passé en Algérie. Ce qui s'est passé depuis 1830, cela a été fait plus ou moins. En tout cas, il y a tant de choses à dire, il y a sûrement d'autres choses à écrire. Mais pour ce qui est de la guerre de la lutte de libération nationale de 1950 à 62, il y a tellement de choses à écrire et à dire que les générations futures ne peuvent pas ne pas savoir. Cela fait partie de notre mémoire populaire, de notre mémoire historique, de notre mémoire d'État, pour qu'on puisse dire à nos enfants
voilà ce qu'a coûté la libération de l'Algérie, et voilà quel est le prix que nous avons payé, et que vous devez faire attention à ce joyau. Justement, alors le 8 mai 45, c'est une date historique, c'est une date qui est douloureuse pour les Algériens, mais c'est une date que pour les jeunes, ils doivent garder en mémoire. C'est pour ça que finalement on célèbre ces dates qui sont donc en relation avec la révolution de la guerre de libération. Le temps, peut-être le devoir de mémoire contre l'oubli, surtout pour la génération à venir, sur lequel doit se faire le plus grand du travail. Bon, je peux paraître un peu exigeant, mais je trouve... je ne parle pas de ce qu'on fait sans aucune interprétation Bien sûr, oui. à côté. Je ne parle pas de ce que font les autorités. Tout à l'heure, une enseignante de l'université de Guelma m'a appelé pour me dire qu'est-ce que vous avez fait à Alger pour le 8 mai 45. Je lui dis, mais il y a la commémoration officielle présidée par le président de la République. Je lui dis, mais vous, à Guelma, qu'est-ce que vous avez fait? Gueltli, non, on n'a rien fait. La Guelma ne fait rien pour le 8 mai 45. Oui. Mais en fait, je ne vais pas m'étaler ici sur ce qu'elle m'a dit, oui. mais je vous dis ça parce que il faudrait que le 8 mai 45, le 20 août 55, le 20 août 56, le 1er novembre 54, et beaucoup, bien sûr, le 10 décembre, le 17 octobre, il faudra qu'on célèbre ces dates charnières, ces dates références, mais avec la plus grande participation possible et j'allais dire en mettant les plus grands moyens possibles pour que justement la mémoire reste vivace dans la mémoire de ceux qui sont là, qui ont participé, mais surtout pour nos jeunes, pour qu'ils savent que ça a coûté, pour qu'ils savent ce qui va être légué, pour qu'ils prennent soin de cette Algérie qui est la leur et qui ne peut être à personne d'autre après tout ce que nous avons payé. Oui. Saïd Ayachi, alors il faut dire qu'aujourd'hui nous la célébrons dans la fierté, comme chaque année d'ailleurs, ce fut le cas. Et également, il y a eu des décisions qui ont été prises par le président de la République concernant cette communauté algérienne qui vit à l'étranger, il ne faut pas l'oublier, ce sont des Algériens, et des facilitations sur le plan diplomatique pour justement le transport ou, si vous voulez, le déplacement par rapport à certains citoyens algériens qui vivent, donc des facilitations de papier au niveau des passeports. Comment faut-il lire dans tout ça? Ce qu'il faut lire d'abord, c'est que, bon, je parle du président Abdelmajid Tebboune, peut-être que d'autres l'ont fait avant lui, mais en tout cas, parlons de son mandat. Oui. Il a beaucoup fait pour la simplification, j'allais dire, des papiers des uns et des autres. Non, parce que nous avons hérité de cette France coloniale la bureaucratie. Oui. Et la bureaucratie est une très grosse plaie, non seulement pour notre cadre de vie, pour notre vie quotidienne, pour notre économie, bien entendu, tout le monde le sait. Mais alors, parce que tout simplement, il n'y a rien qui puisse justifier de tels casse-tête administratifs. Et le président en a pris conscience, probablement, son attention a été attirée par quelques hauts fonctionnaires ou quelques responsables politiques avisés ou eux-mêmes alertés sur la chose, et qu'il a pris la bonne décision, le président, puisque la réaction à l'étranger a été immédiate. C'était un hurrah extraordinaire, parce que tout simplement, ça facilite la vie. Ça facilite la vie, tout simplement. Or, l'administration ne doit pas être là, ne doit pas être selon un mot que moi j'ai retenu justement de nos anciens. Le président Ben Khadda avait dit quelque chose. L'État ne doit pas être le gendarme du peuple, mais il doit être son serviteur et pas son gendarme. Et donc, quelque part, il faudrait faciliter la vie aux gens par toutes ces simplifications administratives. Ben justement, c'est une première, parce qu'on n'a pas vu de telles décisions par le passé. Courageuse. Voilà, très courageuse, peut-être dans un souci, effectivement, de sceller... Elle nous paraît extrêmement surprenante, parce que c'est encore l'esprit français tatillon buréaucratique. Mais chez les anglo-saxons, vous pouvez vendre votre voiture à minuit. Il y a des gens qui font les papiers à minuit pour des ventes de voitures. Voilà. Tout simplement. Voilà. Vous n'attendez pas pour faire la queue, etc. Bon, on ne va pas, j'allais dire, détourner l'émission sur ces trucs, mais c'est une décision qui vient à point
pour que nos frères et nos sœurs et nos mères et nos pères qui sont à l'étranger puissent venir en toute quiétude, sans avoir cette boule au ventre pour dire j'ai perdu mon passeport, je ne sais pas si je peux avoir ce papier, je dois attendre, etc. Combien de temps ça va me prendre pour voir son pays? Bien sûr. Très bien, Monsieur Saïd Ayachi. Alors, justement, nous allons également aborder certaines similitudes, avec ce procédé colonial en Algérie et celui qu'on remarque aujourd'hui à Raza, même peut-être dans les territoires sahraouis. Je vous propose juste d'entendre ensemble le président du Sénat algérien sur cette question et ce parallèle entre le 8 mai 45 et la guerre à Raza. Et on revient tout de suite au débat. Partout dans le monde, les manifestations du 8 mai 45 étaient des manifestations de joie et de victoire. Les Algériens sont aussi sortis pour exprimer leur joie en cette occasion et réclamer leur droit à la liberté, mais ils ont été accueillis par ce massacre du 8 mai à Sétif, Guelma et Kharrata. En très peu de jours, 45 000 personnes sont tombées en martyrs. À l'époque, il n'y avait pas de télévision pour retransmettre cela et aujourd'hui, 7 mois après le début de l'agression contre Raza, nous ne pouvons nous empêcher de comparer les deux situations. Ce qui se passe à Raza aujourd'hui ressemble à ce qui s'est passé ce 8 mai 45, ce qui explique le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne et la défense des droits des Palestiniens à vivre libres, car les Algériens ont déjà vécu cela. Alors, tout de suite, nous allons poursuivre notre débat avec notre deuxième invité qui vient donc de se joindre à nous à l'instant, professeur Mostafa Khayati. Vous êtes professeur en pédiatrie, auteur de plusieurs ouvrages historiques quand même, dont donc Génocides coloniaux, je rappelle, Enfumade, Emmurement et Gazage de grottes qui a été publié en 2022 aux éditions Annette. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion, Khayati, Mostafa, d'être notre invité à cette occasion donc de l'apparition de votre livre. Alors d'abord pour dire pourquoi vous avez eu l'idée d'écrire ce genre de livre. Est-ce que c'était pour apporter un témoignage que de toute façon durant la guerre de libération les martyrs qu'on ne connaît pas peut-être, des morts qui n'ont pas été comptabilisés? En fait, d'abord merci pour votre invitation. C'est un devoir mémoriel. Il y a certains aspects qui sont méconnus dans l'histoire récente de l'Algérie et dans l'histoire même depuis la colonisation. Ces aspects devraient être mieux connus par les nouvelles générations parce que ça fait partie de leur patrimoine culturel et j'allais dire de leur inconscient qu'il faut rappeler de temps en temps. Les sévices, les exactions, les crimes qui ont été commis par le colonialisme en Algérie s'élève à des niveaux incommensurables, je veux dire. Et le fait d'évoquer ces problèmes-là qui ont été frappés par l'oubli. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les historiens français occultent délibérément beaucoup d'aspects de la guerre d'Algérie, même de l'occupation, parce qu'ils se sentent en quelque sorte culpabilisés par certaines choses. Par exemple, les enfumades, on en parle très peu, et lorsqu'on en parle, on n'en cite que celle du 19 juin 1845. Alors qu'il y a eu presque des dizaines. Moi, j'en ai identifié. À travers le pays. À travers le pays. Et ça va de l'Est à l'Ouest. Il n'y a pas que le Dahra. C'est vrai que le Dahra, il y a eu. C'était cette période-là de 1945. Mais il y a eu la région de Tlemcen avec la Moirissière. Il y a eu les Bénésiennes au niveau de Kolo, etc. Donc, et il y a également d'autres aspects dont on ne parle pas. Par exemple, les essais des armes biologiques et des armes chimiques, dont on ne parle pas du tout. L'omerta qui frappe également le problème des essais nucléaires du côté français. Oui, et les lois qui ont été votées également en France, par exemple pour les essais nucléaires, interdisant même l'accès aux archives. Et donc, ce sont des choses très importantes qu'il faut rappeler. Oui, on en parlait justement de ces archives, de ces fameuses archives avec Saïd Ayachi. Alors, Mostafa Khayati, justement,
ce livre, au fait, il est considéré comme un indispensable quelque part, ou comme, si vous voulez, un socle sur lequel on peut travailler, parce que tout à l'heure on parlait avec Saïd Ayachi sur le fait que les Algériens doivent écrire leur histoire, ils ne doivent pas s'attendre à ce que la France ou l'ancienne puissance coloniale le fasse à sa place. Et justement, écrire et dévoiler les massacres qui ont été faits en Algérie. Il n'y a pas eu que des gens, des martyrs qui sont morts sur le champ d'honneur. Il y a des civils algériens qui n'ont rien demandé, dans le sens juste de reprendre de recouvrer leur indépendance, et qui se sont trouvés donc dans des emmurades, dans des enfumades, et c'est-à-dire que tous les procédés de torture ont été utilisés en Algérie avant même qu'ils ne le soient ailleurs. D'autant plus qu'ils étaient dénoncés en Europe lorsqu'on parlait de l'Allemagne nazie. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir d'abord, les officiers français sont tous pratiquement issus de la bourgeoisie, de l'aristocratie française, c'est-à-dire c'est la classe un peu évoluée. De plus, ce sont des entre guillemets. Entre guillemets, bien sûr. Et ce sont des personnes qui ont tous ou toutes fait les grandes écoles, que ce soit Saint-Cyr, l'école d'artillerie de Metz, etc. Donc c'est des gens qui sont censés... De plus, la France, c'est quand même le berceau des droits de l'homme et du citoyen, de la Révolution de 1789, mais également elle a été le siège de la signature des conventions de Genève en 1949, comme elle a été le siège également de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc la France se targue de tous ces artifices en faveur des droits de l'homme, mais paradoxalement, elle fait bien sûr elle commet les pires atrocités. L'omission d'évoquer ce qu'elle a fait, et elle a fait les pires atrocités. Lorsqu'on peut, donc si vous voulez, en parler des heures et des heures sur ce qui a été fait, malheureusement souvent c'est méconnu. C'est pour ça qu'il est de devoir aujourd'hui des historiens algériens de parler de ces aspects-là et de ne pas les limiter uniquement aux historiens, c'est-à-dire celui qui sait quelque chose, qui peut témoigner, qu'il témoigne, ou s'il peut faire un travail, qu'il le fasse. Oui. C'est à l'histoire, bien sûr... Apporter sa pierre à l'édifice. Absurde, par la suite. Alors, vous avez cité quand même, parce qu'il faut qu'on revienne sur les mots, le choix des mots. Alors, on a enfumade, on a emmurade, on a aussi gazage de grottes. Enfin, finalement, toute la panoplie est là, la trilogie de ce qu'on appelle les crimes de guerre et de ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide. L'Algérie, le peuple algérien a été victime d'un génocide. Et ça, on ne le dit pas. On n'ose pas le dire. Tout à fait. Vous savez, lorsqu'on voit ce qui a été fait, ne serait-ce qu'en matière d'emprisonnement, la France disposait en Algérie, outre des 117 prisons qui étaient connues, je ne parle pas des salles de gendarmerie, de police qui pouvaient servir de prison. Il y avait des centres de rétention qu'ils appelaient de façon pudique les centres d'hébergement en nombre de 13. Mais il y avait une belle façon de maquiller l'horreur. Absolument. Oui. Et il y avait des centres militaires d'internement. Mais en fait, il y avait une série d'institutions avec des noms très difficiles à retenir, peut-être pour celui qui n'est pas spécialiste. Et les experts à l'époque du CICR, c'est-à-dire du Comité international de la Croix-Rouge, qui ont visité l'Algérie, ont pu en reconnaître presque 250. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 700. Un peu partout, il y avait ces centres qui échappaient totalement à la loi. Et si on prend par exemple la ferme Amziane à Constantine, on a retrouvé les registres, et Vidal Naquet a fait un livre sur le sujet. Il y a eu pratiquement 1 million de personnes, 100 000 personnes qui sont passées par cette ferme-là, qui ont été torturées et qui ont été donc malmenées, etc. Certains sont morts à l'intérieur de cette ferme-là. C'est dire l'importance des méfaits faits par le colonialisme. Ce sont des exactions. Justement, j'aimerais qu'on fasse un petit parallèle, messieurs, le parallèle entre ce qui s'est passé durant la guerre d'Algérie, le 8 mai 1945, et ce qui se passe aujourd'hui à Raza. On sait très bien qu'avant donc l'opération 7 octobre donc 2023, on a commencé par le discours de déshumanisation, n'est-ce pas, Saïd Ayachi, et pour pouvoir se permettre toutes les atrocités sur ce peuple palestinien. Donc on a assisté à des prisonniers civils donc, qui
qui ont été passés pour des éléments, par exemple, du Hamas, et même si c'était le cas, complètement ligotés, les yeux bandés, des traces de torture sur le corps. On a assisté à des exactions sommaires, des tirs donc à bout portant sur des civils également, complètement dénudés. Donc on est allé à l'extrême de la déshumanisation, et ça s'est produit également en Algérie, Saïd Ayachi. Ce parallèle est-il légitime qu'on le fasse, ou selon vous, on peut faire... Il s'impose de lui-même. Oui. Il s'impose de lui-même quand on prend en considération tout ce qui se passe à Gaza, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'armée fasciste ou l'armée nazie, ce qui se passe au Sahara occidental par le régime marocain d'occupation. Ils ont tous le même objectif. L'objectif est le même, rappelons-le. Le procédé également. Mais l'objectif est d'abord le même, c'est l'expansionnisme. Pour Hitler, c'est l'expansionnisme. Pour les régimes marocains, c'est l'expansionnisme. Pour le régime sioniste, c'est l'expansionnisme. C'est toujours la terre qui est en jeu. Et la terre est occupée par un peuple qu'il faut exterminer ou qu'il faut réduire à merci. Et tous les moyens sont bons. Il n'y a aucune retenue. À ce moment-là, il n'y a plus de droits de l'homme, il n'y a plus de droit international humanitaire, il n'y a plus ces références qu'on nous chante du matin au soir dans des discours lignifiants. Et bien entendu, seul le résultat compte. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, des experts ont calculé qu'il a été déversé sur Gaza 10 fois plus de bombes qu'il n'a été déversé pendant la Deuxième Guerre mondiale sur la ville de Dresde, qui était une référence en matière de destruction d'une ville par l'aviation armée. Et donc, par conséquent, vous voyez très bien que ce facteur démultipliant de la barbarie sioniste donne exactement ce qu'il faut comprendre comme moyens qui ont été déployés ici et là. En France, en Algérie, la France ne peut pas se regarder en face de ce qui se... Et la France a peur que nous, historiens, justement, le travail qui a été fait par le professeur Khiati ou par des historiens d'autres, c'est une façon de dire à la France, voilà ce que vous êtes. Voilà ce qu'est réellement la France officielle. Ceux-là qui le travestissent en vous en collant ça au colon qui était ici, mais le colon était, j'allais dire, protégé par l'État officiel français. Voilà. Et ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Jordanie aujourd'hui, c'est encore une protection de l'État sioniste lui-même d'ailleurs protégé par d'autres puissants de ce monde qui gèrent les affaires internationales. Et on a vu comment ça se passe, surtout au niveau... Oui, allez-y, monsieur Khiati. La terminologie, puisque vous avez fait le parallèle. Absolument. La terminologie, les Israéliens ont utilisé le mot d'animaux. Concernant les Gazaouis, complètement déshumanisation. La France a fait la même chose, puisqu'elle a utilisé également les mêmes termes. Et en 1845, lors de ces problèmes-là, on parlait de renards, de peau de renard, etc. De ratons. Par la suite, durant la guerre de libération, on a parlé de bicots, de ratons, etc. Oui. Donc, c'est la même terminologie. Et le cours Grand-Maison, qui est un historien français, est le seul à avoir justement consacré un chapitre sur l'utilisation de la terminologie coloniale, justement animale, pour désigner l'autre. Voilà, très bien, monsieur Khiati. Alors, bien sûr, le débat est très intéressant. On va le poursuivre, bien sûr, dans cette deuxième partie de la mission spéciale consacrée au 8 mai 45. Juste une question, monsieur Khiati. Alors, puisqu'on parlait justement de ces procédés de torture, comment ces grottes ont été d'abord découvertes? Parce qu'on parlait de charniers à Gaza, alors que la guerre, ça fait 7 mois, et on parle déjà de découverte de charniers. En Algérie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on découvre encore des charniers, parmi eux, ceux des enfumades et des emmurades. Là, c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas eu d'un travail de prospection qui doit être fait. Je pense que le ministère des Moudjahidines devrait lancer ce travail-là avec des architectes, des spéologues, des géologues, etc. Parce qu'il y a énormément de grottes qui renferment encore des cadavres de Moudjahidines. Vous savez que la France a utilisé un gazage des grottes. Systémique ? Systémique, oui. Il y avait des équipes de gazage qui étaient disponibles au niveau des 3 régions d'Algérie et qui étaient acheminées par hélicoptère dès qu'une alerte était donnée. C'est carrément instauré donc en institution bien légale. Absolument. Et on sait aujourd'hui, moi j'ai pu identifier à peu près 70 grottes qui ont été gazées, mais il doit y en avoir plus.
parce qu'il y a un spécialiste français qui travaille sur le sujet justement, et à qui on a interdit l'accès aux archives, alors qu'il est professeur d'archives. Peut-être parce qu'il va découvrir le potopos. Absolument. Donc il parle de ce sujet-là. C'est dire un peu que le colonialisme, même 60 ans après ou 70 ans après, a toujours peur qu'on dénonce et qu'on ressorte de ces boîtes-là tout ce qui s'est passé réellement. Très bien, M. Riaté, on va revenir justement sur votre ouvrage, parce que finalement, votre ouvrage va servir de repère, pour classer les différents endroits où se sont déroulés tous ces massacres, tout en silence. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci, messieurs, restez avec nous. Et restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée aux événements et aux massacres du 8 mai 1945 qui coïncide avec la journée nationale de la mémoire qu'il faut absolument entretenir pour les générations à venir. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau. On poursuit donc la deuxième partie de notre émission spéciale consacrée au massacre du 8 mai 1945. Cette mémoire plutôt très difficile aujourd'hui pour les Algériens, très douloureuse également. Nous recevons avec nous Gamal Abina, analyste des questions internationales. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, et M. Riaté qui donc nous accompagnera tout au long de cette émission et qui a déjà été avec nous dans la première partie. M. Riaté, j'aimerais revenir avec vous. Moustapha Riaté, je rappelle que vous êtes, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, car c'est très important, que vous êtes professeur en pédiatrie, auteur de plusieurs ouvrages historiques, notamment Génocides coloniaux, Enfumade, Emmurement et gazage de grottes, publié en 2022 aux éditions l'ANEP. Monsieur Riaté, donc on va un petit peu poursuivre ce qu'on a déjà commencé en cette première partie. On a parlé quand même des procédés qui ont été utilisés dans la torture donc des Algériens, et pas seulement de ceux qui ont fait la guerre, mais il y a également les civils. Et on a fait le parallèle avec ce qui se passait aujourd'hui à Gaza. Comme similitude, on a vu qu'il y avait effectivement plusieurs similitudes et des ressemblances. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on se demande, avec ce qui se passe à Gaza, il s'agit d'un génocide, l'Algérie a également été victime d'un génocide si on suit tous les procédés qui ont été faits en Algérie en matière de torture? Oui, bien sûr, parce que le colonialisme français a été une école, comme le nazisme a été une école. Et les Israéliens, donc, ne sont pas venus de nulle part. Ils ont appris justement dans ces écoles-là. Et lorsqu'on voit un peu, lorsqu'on compare un peu les deux, si vous les intervenants, on s'aperçoit qu'il y a une similitude sur plusieurs facettes. On a parlé tout à l'heure de la terminologie qui est utilisée, qu'il s'agit bien sûr d'animaliser en quelque sorte, d'utiliser des termes animaux vis-à-vis de l'autre, mais également les vols qui se sont produits. Les militaires français, lorsqu'ils rentraient dans un village ou dans des maisons, ils prenaient tout ce qu'ils trouvaient. Et c'est la même chose pour les Israéliens, notamment en matière d'or des femmes qu'ils trouvaient ou qu'ils arrachaient sur les corps ou les cadavres des personnes qu'ils tuaient, etc., des victimes. Donc, en plus, bien sûr, les mesures qui sont prises, donc c'est tiré à vue, sans sommation, les assassinats extrajudiciaires, la systématisation de la torture durant la guerre de libération, ça a été systématique. Et puis, on voit quelques livres français qui vous disent non, la torture a existé, c'est vrai, mais doucement, et n'a concerné que quelques personnes et a été
tardive avec l'arrivée des parachutistes, ce qui n'est pas vrai du tout, parce que lorsqu'on prend le premier étudiant qui a été tué, donc Belkacem Zdour, on s'aperçoit qu'il a été arrêté le 6 novembre 1954 et qu'il a été torturé. Ensuite, il a été jeté par un hélicoptère en mer et que son corps a été découvert au niveau de l'embouchure du Hamiz. Et c'est comme ça qu'on a fait le parallèle, si vous voulez. Donc la torture a existé bien avant 1954. Oui, d'ailleurs, même quand on parlait, par exemple, des tortures, des charniers, on a dit qu'à Gaza, par exemple, on commence à découvrir les charniers parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont portées disparues. En Algérie également, les charniers, jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on découvre encore des charniers qui remontent à plus loin que le 1er novembre 1954. Gamal Abina, alors aujourd'hui, une date quand même assez douloureuse dans la mémoire collective des Algériens, mais c'est aussi peut-être une occasion pour faire ce devoir de mémoire vis-à-vis des générations à venir. Qu'en pensez-vous ? C'est essentiel d'abord parce qu'il y a une négation des crimes de la part des colons français qui ne reconnaissent toujours pas aujourd'hui leur barbarie coloniale qui a duré 132 ans. On peut avoir un certain titre de fierté à dire que l'Algérie n'a jamais été vraiment colonisée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il a fallu 17 ans pour pouvoir vaincre les Mérovingiens. Il a fallu tous les 10 ans écraser région après région de l'Algérie. Il y a eu Bouamama, il y a eu tout un tas de grands résistants qui ont continué le combat jusqu'en 70. Puis après, ça a continué tous les 5 et 10 ans des révoltes populaires parce que le peuple algérien n'a jamais accepté la présence coloniale et barbare de la France coloniale en l'occurrence. Donc c'est vrai que cette mémoire est une mémoire essentielle. D'abord, il faut la raviver, puis surtout pour obtenir de la part de l'ancienne puissance coloniale qu'elle demande pardon. C'est le minimum syndical. Les Allemands ont demandé pardon aux Français après des procès, faut pas le perdre de vue. Il y a eu Nuremberg, il y a eu le procès des médecins, il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites pour condamner les crimes des nazis. Et les Français, eux, considèrent qu'il faut tourner une page de l'histoire qu'on n'écrit pas. Donc c'est problématique, il faut jamais le perdre de vue. Et on ne doit pas accepter de baisser la garde par rapport à ça. La France doit demander pardon, c'est une obligation. Pas de la repentance, on n'est pas dans de la religion, on est dans des rapports d'État à État. Donc le demande officiel de pardon pour enfin pouvoir écrire une histoire apaisée. Ensuite, vous avez fait référence à l'éducation de la barbarie coloniale qui a permis de faire tout un tas d'autres barbaries coloniales un peu partout dans le monde. On a vu par exemple que la bataille d'Alger a inspiré les Américains en Irak. Donc la barbarie américaine s'est appliquée avec célérité sur les méthodes de contre-insurrection et de torture française qui avaient été faites à Alger. Mais pas seulement. Les nazis ont été inspirés, ça paraît étonnant, je vais vous donner une information qui va vous surprendre. Les nazis ont été inspirés dans leur colonisation à l'Est par les Français. Le Hans Frank, parce que j'ai beaucoup étudié la période, Hans Frank, gouverneur général de Pologne, a utilisé les termes du gouverneur général de Pologne en rapport avec le gouverneur général d'Alger. Vous imaginez à quel point les colons se comprennent entre eux. Eh bien, il ne faut pas perdre de vue effectivement que le 8 mai... Oui, très bien, ils connaissent leur méthode, ils apprennent de leur méthode, ils appliquent leur méthode avec beaucoup de célérité. Et ce qui se passe en Palestine aujourd'hui est une pâle copie malheureusement de la barbarie coloniale nazie, française, américaine en Irak. À chaque fois, c'est les mêmes méthodes avec des charniers, vous l'avez dit, des tortures de masse, des crimes de masse, des bombardements, des civils qu'on tue en priorité pour casser le moral de la population. Mais dans les faits, il y a une réalité. Le 8 mai 45, qui était une période à la fois pour les Français d'une célébration de la fin de la guerre, parce qu'ils avaient été vaincus piteusement par les nazis, et une célébration des Algériens aussi, qui avaient célébré la fin de la guerre et qui ont été remerciés par des balles, pendant que leurs frères se battaient en Europe à Monte Cassino. Eux, ils étaient récompensés en les bombardant, en les massacrant, en les tuant chez eux, que ce soit les militaires et les civils. Tout le monde y allait de sa barbarie, simplement parce que le peuple algérien avait dit « Vous nous avez promis un peu plus de reconnaissance, on s'est battu une seconde fois contre vous, parce qu'il y a eu 14-18, contre les nazis plutôt, et la récompense c'est de tuer les nôtres. » Et bien cela a forgé l'idée de la volonté totale et farouche du peuple algérien, enfin, le 8 mai 45, de s'émanciper. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que 45, vous avez versé, ça fait 54, 9 ans plus tard, le 1er novembre, le peuple algérien se lève fièrement pour se libérer de la barbarie coloniale, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue une chose, le voleur qui vient d'Occident et qui prend une terre qui n'est pas la sienne est un voleur et un barbare. Justement, Mostafa Khiyati, alors aujourd'hui nous avons, nous et même l'ancienne génération et l'Algérie en tant qu'État et gouvernement, le devoir de mémoire. Comment préserver cette mémoire contre la déformation et la désinformation? Parce qu'on a vu que de toute façon, c'est une ancienne génération qui a porté cette mémoire aujourd'hui, mais c'est une génération qui est en train de partir aujourd'hui progressivement. Quel est le devoir aujourd'hui de nous, en tant qu'Algériens,
pour que la génération à venir, cette jeune génération, ne soit pas, si vous voulez, la victime de certaines désinformations, de propagande, à jeter l'opprobre sur tout ce qui est date nationale, sur tout ce qui est chiffre de victimes ou de martyrs algériens, et même sur ce qu'on appelle l'histoire même de cette guerre d'Algérie. C'est sûr qu'il est aujourd'hui obligatoire de s'adapter et d'adapter le discours qu'on fait aujourd'hui dans le domaine mémorial. C'est vrai que les conférences qu'on organise ne sont pas toujours, donc ne donnent pas toujours les résultats escomptés, parce que ça s'adresse à un public généralement qui est adulte, etc. Or, ce qu'il faut toucher, ce sont les jeunes, ce sont les enfants, c'est les nouvelles générations. Il faut changer aussi de discours. Il faut absolument changer de discours, et je pense que le travail que fait actuellement M. Doumer sur les réseaux sociaux est très intéressant et qu'il faut encourager. C'est ce genre, si vous voulez, avec des applications téléphoniques, avec des nouveaux messages qui sont succincts, très brefs, mais condensés, avec un langage également adapté. Donc on peut peut-être toucher davantage les jeunes générations plutôt qu'avec la langue de bois qu'on utilise aujourd'hui pour faire les conférences. On essaye en tous les cas en ce moment d'être le plus loin possible de la langue de bois, on fait ce qu'on peut. Justement, Mostafa Khayati, vous avez écrit votre ouvrage donc, sur les enfumades. Vous avez écrit aussi d'autres ouvrages peut-être qui n'ont pas encore vu le jour, où vous avez essayé de faire ce genre d'écriture, à savoir dans la didactique pour faire aimer l'histoire de ce pays qui a été fait par nos aïeux à cette génération qui va venir. Tout à fait. Lorsqu'on s'adresse aux lycéens, il faut être didactique. Il faut utiliser un langage pédagogique, c'est-à-dire leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un génocide. Et poser la question, est-ce que la France a commis un génocide en Algérie? Quel est ce génocide-là? Donc il faut expliquer. Il en est de même pour le crime contre l'humanité ou les crimes de guerre. Et justement, il y a toute une flopée d'exemples qu'il faut donner. Et ce type, si vous voulez, d'explication passe mieux parce que ça s'inscrit dans un cadre global qui est celui du droit humanitaire international dont on parle tant actuellement. Donc, si vous voulez, on est en phase avec l'actualité, mais en même temps, on explique que la France a effectivement commis énormément de crimes en Algérie et qu'il faut connaître ces crimes-là. Je ne dirais pas qu'il faut tourner la page, mais ce qui est important, c'est que il faut d'abord écrire et le prouver. Et c'est prouvé parce qu'il existe des témoignages, il existe également des traces qui sont encore vivaces dans les mémoires, mais également dans la nature, qu'il faut un peu rassembler. Ben justement, Gamal Abina, par rapport à ce qu'on disait, donc, par rapport à cette nécessité de l'écriture de l'histoire par les Algériens, l'histoire de l'Algérien, qui est aujourd'hui de s'auto-accaparer, cette histoire qui longtemps a été écrite par d'autres, et surtout par le colonisateur aujourd'hui. Mais il y a quand même un phénomène nouveau aujourd'hui, on célèbre 79 ans après, comme je le disais, et les vieux, ou ceux qui ont fait cette révolution sont en train de partir un à un, et que laisse-t-il justement à cette génération, si ce n'est ce devoir d'écrire, c'est-à-dire l'écriture est très importante. D'autant plus que beaucoup de jeunes commencent désormais, pour certains, à douter de l'histoire de leur pays, du courage de leur grand-père et de leur père, et surtout à remettre carrément certaines notions en cause, comme par exemple celle de l'indépendance qui a été arrachée au prix du sang. Par les Algériens martyrs. Oui, j'ai déjà eu ce genre de débat avec des Algériens qui étaient déçus à une époque de la tournure qu'avait pris l'Algérie. Mais en même temps, je leur dis qu'il faut arrêter de délirer, on va se calmer un petit peu. L'Algérie, même si elle n'allait pas bien à un moment donné, c'est quand même notre drapeau qui est à la tête de l'État. C'est quand même nos dinars qui circulaient pas des francs français. C'est tout de même notre police qui assure la sécurité. C'est tout de même nos frontières qui sont sécurisées par nos gardes frontières et par notre armée. C'est une réalité, c'est-à-dire que la barbarie coloniale qui niait même l'existence de l'islam en Algérie, on était très loin dans la barbarie. Bien quand on veut relativiser
favoriser ça, c'est qu'on est soit ignorant, soit de mauvaise foi. Je veux dire, quand on tue, je donne un chiffre bas, alors je donne 2 fourchettes, hein, on tuait, selon les Français, selon les historiens français qui prétendent qu'il y a eu 300 000 morts, ça fait 600 personnes par semaine tout de même, un village par semaine de détruit, ça rappelle Oradour-sur-Glane chaque semaine, ça vous dire un peu le niveau de barbarie des colons. Et sinon, les Algériens, si on prend le 1,5 million de martyrs, ça fait 4000 personnes par semaine. Donc on ne peut pas comparer les difficultés qu'a pu traverser l'Algérie économiquement ou politiquement avec une barbarie coloniale qui tuait par millions. Le président de la République avait dit une fois qu'il y a eu plus de 5 millions de personnes de tuées, mais il ne se trompe pas. La rentrée des colons en Algérie, quand ils arrivent à débarquer la première fois en Algérie, c'est quand même 1 million de personnes d'exterminées, un tiers de la population. Et j'ai envie de dire sur la question effectivement de la mémoire et de la transmission, parce que il y a eu un travail qui a été fait en 70, on se souvient des grands films, Le bateau à l'opium, des grands films algériens qui étaient primés. Ça a permis de figer une certaine mémoire. Malheureusement, ces films datent maintenant, sont peu diffusés. Le réseau de cinéma algérien ne fait que commencer à démarrer, mais il est encore faible. Et il faut travailler sur les plateformes, il faut travailler sur les films, il faut travailler sur la BD, ce que nous avons fait. Il faut travailler sur les documentaires, des films courts, il faut travailler sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font ce travail. Il faut travailler effectivement, je vous donne 2 films qui ont pour moi marqué les esprits récemment. Un film documentaire de Yasmina Hadi, L'autre 8 mai 45. Très bon film que j'ai eu l'occasion de voir à Paris, qui était une belle réussite et qui rappelait effectivement la barbarie du 8 mai 45 en l'occurrence. Et récemment, j'ai vu un film, d'ailleurs on a reçu à la radio le réalisateur Jafar Gassem, qui est Héliopolis, un film de belle qualité, vraiment de standard international, une belle image, de belles couleurs et surtout une belle mise en scène, des acteurs convaincants et qui nous rappelle ce fameux 8 mai 45, là encore, sous l'angle d'une certaine forme de fiction, mais qui a des relents de réalisme, nouvelle façon, évidemment. Oui, de voir l'histoire. Et ça, c'est essentiel. On fait pas de dessin animé, on devrait le faire. On devrait glorifier nos martyrs parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir. C'est pour ça que l'Algérie a du travail là-dessus. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. C'est ce que disaient non pas les Français, mais les nazis. C'est les nazis qui ont dit ça. Vous imaginez un peu la barbarie. Ils disent que c'est écrit par les vainqueurs. Ils écrivent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, l'histoire est écrite par les Français, entre guillemets, qui refusent de l'écrire réellement. Alors que l'Algérie, qui a vaincu, c'est quand même nous les vainqueurs, eh bien l'Algérie devrait écrire cette histoire, devrait la documenter, devrait la filmer, devrait la rendre accessible au grand public, en ayant une approche qui soit, j'ai presque envie de dire, à l'américaine, qui glorifie, qui magnifie, qui met en situation, par exemple, les Meher Abdelkader. Ce serait bien de faire cette épopée extraordinaire de 17 ans d'un homme qui a quand même réussi avec sa smala, avec son village ambulant, personne connaissant l'histoire, à vaincre les Français jusqu'à ce qu'ils soient trahis. Eh bien ça, c'est des choses qui sont à documenter. Et je pense que si on fait ce travail-là, on peut séduire la jeunesse, on peut raviver la fierté. Comme les Américains le font très bien. Ils se vendent des victoires qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Ils ont perdu au Vietnam, mais ils ont réussi à faire passer une défaite en victoire avec Rambo, c'est vous dire un peu. Tout ça, c'est un travail qui doit être fait. Il faut rendre accessible et facile, ludique et séduisant l'histoire algérienne et non pas en faire une sorte de roman très très pompeux, très lourd et indigeste que les gens ne regarderont pas malheureusement. Oui, et c'est à peu près aussi, je ne peux pas m'empêcher quand même, M. Riati, de faire ces parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et de le faire aussi avec ce qui se passe avec les Sahraouis qui sont donc détenus dans des geôles marocaines, des détentions arbitraires ou administratives, donc qui n'ont pas été encore jugées. Et surtout, dans ce procédé, par exemple, lorsqu'on a vu que quand on jette l'opprobre sur, par exemple, la guerre de libération algérienne, où on dit que l'indépendance vous a été donnée, donc comme si on offrait comme ça des indépendances aux autres, et tant qu'à offrir, pourquoi on ne l'a pas offert plutôt pour nous éviter donc tout ce prix du sang. La même chose, ce qu'on disait par rapport avec les Palestiniens, ils ont vendu leurs terres, ils sont partis, alors que ça c'est un autre mensonge. Vous voyez, l'histoire du colonisateur est toujours chargée de mensonges. Absolument. C'est même une façon pour le colonisateur de se maintenir, c'est d'entretenir justement des clichés. Et c'est ce qu'il fait. Donc on le voit, comme vous l'avez signalé, à tous les niveaux de colonisation, que ce soit au Sahara, donc la République sahraoui, qu'au niveau de Gaza aujourd'hui, qu'hier, donc durant la colonisation par la France. Lorsqu'on voit les livres qui ont été écrits jusqu'à présent, parfois on sourit, tellement le mensonge est érigé comme étant une vérité absolue. En matière de chiffres, en matière de dates, en matière de références, etc., alors qu'ils ont beaucoup de moyens. Et d'ailleurs, on se pose la question uniquement, une question très simple, c'est de dire pourquoi la France empêche le retour des archives en Algérie.
pourquoi la France n'admet pas ou interdit l'accès aux archives. En fait, uniquement cette question suffit pour répondre au dilemme qui se pose aujourd'hui. Elle comporte en elle la réponse. Gamel Abina, alors le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a pris quelques dispositions à l'occasion de ce 8 mai 45, donc la commémoration du 8 mai 45. Et donc, ce sont des dispositions, comme je disais tout à l'heure avec M. Riaté, exceptionnelles, et avec M. Ayachi bien avant, exceptionnelles dans le sens où elles permettent à nos ressortissants algériens vivant à l'étranger de pouvoir regagner le pays et avec une simple carte d'identité biométrique. C'est au fait un pas en avant qu'il faut peut-être louer, puisque de toute façon, ça ne s'est pas fait auparavant et ça ne s'est pas fait depuis longtemps, depuis l'indépendance. Ça, c'est une bonne chose parce que, je vais être très honnête avec vous, l'Algérie, j'y allais tout le temps, puis après, c'était compliqué. Et surtout, on avait le sentiment qu'avec certains pouvoirs qui étaient vraiment rétifs à l'arrivée des binationaux, de la diaspora, qui apportent beaucoup, il ne faut pas perdre de vue, parfois mal, parce qu'il y en a qui sont condescendants, mais globalement, qui adorent son pays, eh bien, on mettait des barrières par les papiers, on mettait des barrières, moi j'ai eu du mal, par exemple, à récupérer mon passeport, on mettait des barrières par le prix du billet d'avion, qui était très prohibitif. Vous imaginez, 600 € sur une famille de 6 personnes, ça fait quand même 3600 €, vous n'avez pas dépensé un centime en Algérie, donc c'est une perte d'argent pour le pays parce qu'on ne dépense pas à l'intérieur du pays, et en même temps, ça dissuade les gens de venir. Ces questions semblent être réglées, puisque j'ai eu assez facilement des billets pas chers, et surtout, ce qui est important, c'est le fait de simplifier le retour de la diaspora, et là, on ne peut pas dire le contraire. Beaucoup vont critiquer M. Tebboune, mais au moins sur cette parole, il a eu beaucoup d'engagement, il a tenu parole, il a dit la diaspora est importante, il a raison. On commence à être inclusif et il faut le faire, il faut pousser la diaspora à travailler. D'abord parce que là où elle est à l'étranger, elle a du mal, parce qu'on n'est pas tellement aimé, il faut le reconnaître, particulièrement en France. Et puis surtout parce qu'on ne peut pas tourner le dos aux 20% de la population. C'est stupide. Nous sommes essentiels et l'Algérie est essentielle à nous, comme les Algériens et l'Algérie sont essentiels à la diaspora. Tout ça, c'est lié. Il n'y a pas de supérieur, d'inférieur ou de meilleur ou de pire. L'école algérienne est de qualité aujourd'hui, c'est indiscutable. On voit avec les médecins à l'extérieur. Mais c'est vrai que cette ouverture est essentielle. Puis je voulais revenir juste sur un petit point essentiel à mon sens aussi. Vous avez fait référence au fait que la France, enfin certains Français, donc les fascistes en l'occurrence, prétendent que l'Algérie, la victoire n'est pas une victoire, que ça aurait été un cadeau de la France, qui se serait débarrassé de l'Algérie. Déjà, on va commencer par le début. L'Algérie, c'est 4 fois et demi la France. C'est un pays très riche, que la France a bien utilisé, bien profité. Et surtout, c'est un pays pour lequel on ne se bat pas 7 ans et demi, 30 000 morts, avec une résistance qui n'a jamais reculé, il n'y a jamais eu de baisse de régime, avec des buts de guerre qui n'ont jamais été atteints, les Français n'ont jamais réduit la résistance algérienne, loin s'en faut. On ne se bat pas 7 ans et demi avec un De Gaulle qui voit bien que la France commence à être entraînée dans le conflit et que le risque de dégradation de son économie, qui était en pleine 30 glorieuse, on était en plein développement économique, on n'abandonne pas un pays sans raison. Quand on gagne une guerre, on reste. Quand on perd, on part. L'Algérie a gagné sur 2 fronts, elle a gagné sur le plan militaire, indiscutablement. Même si les menteurs veulent vous raconter l'histoire, il n'y a jamais eu d'arrêt des combats des Algériens, et tant mieux. La preuve, quand la paix revient, c'est des centaines et des milliers de soldats qui reviennent sur l'Algérie, ce qui prouve qu'effectivement, ils avaient gagné. Et puis, elle a gagné politiquement. Elle a ouvert la libération de l'Afrique, même si c'est une libération sous contrôle pour certains aspects, et elle a consacré la dernière défaite française à l'étranger. Ça faisait 200 ans que la France perdait partout. Sa dernière défaite, c'est en Algérie. Ça explique d'ailleurs le ressenti, la haine, le développement de certains mouvements d'extrême droite qui veulent revenir sur ces questions algériennes. Mais en vérité, l'Algérie a bel et bien gagné à tout point de vue. Politiquement, culturellement, on est revenu, et surtout militairement. C'est indiscutable. Très bien, Gamel Abina. En tous les cas, c'est un acte très, très exceptionnel à partir du moment où, comme je le rappelle, avec une simple carte biométrique, on pouvait quitter le territoire, même si on a un passeport étranger. Donc voilà, une sorte de Riaté, une volonté de sceller quand même avec des liens très forts avec cette communauté algérienne à l'étranger pour qu'elle ne se sente pas peut-être délaissée ou oubliée. D'abord, il faut souligner que le président a fait un certain nombre d'engagements et qu'il est en train d'appliquer ces engagements-là. Certains ont été déjà appliqués, d'autres sont en cours. Je pense que c'est une mesure qui est exceptionnelle, qui est très importante et qui ne peut être que bien accueillie par la diaspora qui a fait la relance de l'économie chinoise au cours des 3 dernières décennies. Donc le président insiste beaucoup sur justement l'apport de la diaspora. C'est peut-être l'occasion pour que cette diaspora s'implique davantage dans tous les rouages de l'économie nationale.
Merci beaucoup, Mostafa Khayati. Mostafa Khayati, donc, est-ce que vous souhaitez rajouter un mot vis-à-vis donc de ce que vous faites? Je sais que vous êtes très riche en production littéraire, mais pas dans le sens littéraire, mais beaucoup plus historique de l'Algérie et des faits. Parce que vos livres, finalement, sont au fait des indispensables pour tous ceux qui voudraient justement s'enquérir de l'histoire de l'Algérie et de ce qui s'y passe. Mais brièvement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non, je pense que ce que j'écris, moi, personnellement, répond à des besoins et je ne touche que les aspects qui n'ont pas été étudiés ou qui sont méconnus. Je pense que ces livres sont utiles, notamment celui des exactions dont on a parlé tout à l'heure, coloniales, qui pourrait servir vraiment de guide au niveau des lycées, parce que c'est un livre important, pédagogique, qui a été écrit de façon très didactique et destiné aux lycéens, qui est écrit en arabe et en français, donc ça ne peut que servir nos lycéens. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, Monsieur Mostafa Khayati. Je rappelle que vous êtes auteur de... vous êtes d'abord pédiatre et auteur de plusieurs ouvrages, dont Génocides coloniaux, Enfumade, Emmurement et Gazage de grottes, publiés en 2022 aux éditions L'ANEP. Je ne sais pas si on peut voir justement l'enseigne du livre à la régie de M. Khayati. Je remercie également notre analyste des questions internationales, Gamal Abina. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Monsieur Gamal Abina, je vous donne juste le mot de la fin. Alors, si vous souhaitez dire, oui, pour le 8 mai 45, pour cette commémoration. Ouais, bon, déjà, gloire à le martyr, il n'y a rien à dire. On a fait un petit livre, un petit film de 3 minutes pour le 17 octobre. On fera la même chose pour le 8 mai. Et je veux juste féliciter le monsieur sur le plateau parce que je connais Salah Salem, qui est un historien algérien de grande qualité. C'est un ami personnel. Ce serait bien de le recevoir d'ailleurs chez vous régulièrement, qui a préfacé ce livre. Donc, je me précipiterai pour l'avoir, évidemment. Et encore une fois, merci pour cette émission. Elle était essentielle. Il faut transmettre, il faut discuter, il faut parler, il faut documenter. Et il faut faire en sorte que nos martyrs ne soient pas oubliés. Merci beaucoup, Gamal Abina. Donc, et merci à vous, Monsieur Mostafa Khayati. Avec le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un nouveau sujet. Merci. Notre émission spéciale consacrée aux événements et au massacre du 8 mai 45 tire à sa fin aujourd'hui. On se retrouvera demain pour de nouveaux numéros. Au revoir.